Rebonjour à tout le monde. Merci de nous suivre encore une fois cet après-midi pour la deuxième partie du Kumbit du jeu vidéo. Eh bien, on va bientôt commencer avec Yannick et Laë, que je vais vous introduire tout prochainement. Je voulais juste vérifier deux, trois points. C'est bon. OK. Est-ce que Yannick est présent? Il est Oui. là. D'accord, super. Eh bien, Yannick est directeur créatif chez Tavrox Salut. Games, d'où son surnom Tavrox d'ailleurs. Et il va nous dire comment créer son projet de création de jeu, son studio, avec très très peu d'argent. Je te laisse la parole. Ah, ok, d'accord, ça marche. Ouais, alors, hop, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que c'est bon? On voit bien? On voit, Parfait, on mais voit tout. il faudrait que tu mettes le format présentation. Parfait. Ouais, super. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence. J'ai voulu faire un format un peu particulier dans le sens où je trouve que c'est un sujet qui est très présent déjà en ce moment, mais même en général avant. Donc, moi, je suis directeur créatif et producteur depuis quelques années maintenant. J'ai fait du développement, du marketing. Donc, tout ce qui est l'aspect financier, je connais très bien. J'ai travaillé avec une vingtaine, une trentaine de développeurs de toute taille. J'ai travaillé à la fois avec des indépendants qui avaient vraiment pas de thunes du tout, à des grosses boîtes qui en avaient beaucoup plus. Je travaillais avec des petites communautés, des énormes communautés. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi à travers mes lectures un peu sociaux et politiques, on va dire, j'ai aussi essayé d'analyser différentes choses autour de l'argent, dans le sens où je trouve que c'est aussi un sujet important par rapport à la notion de privilège. Moi, je suis issu d'une famille plutôt privilégiée, on va dire, vu que mon père est médecin, mais en même temps, il était mauricien, donc il n'a pas forcément vécu dans une grande richesse non plus, mais je trouve qu'il y a un côté intéressant à se dire quelle est la place de l'argent dans les productions de jeux vidéo et surtout comment on peut faire comment dire, pour essayer à la fois de pas faire la promotion de la méritocratie et de blâmer les gens parce qu'ils ne travaillent pas assez, parce que c'est pas l'objectif. Moi, je suis pas du tout sur cet angle-là et je pense qu'il faut vraiment avoir des rythmes de travail sains pour des conditions de vie saines. Mais en même temps, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de lancer leur projet, qui ont du mal aussi à remettre en perspective certains investissements ou certains comportements, par exemple. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir une forme d'analyse, mais en même temps une forme aussi de côté pratique, qui veut dire qu'est-ce que c'est en fait les différents facteurs et différents leviers qu'on peut justement essayer comme ça de s'en sortir avec ces projets de jeux vidéo. Et, et c'est là où c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver un juste milieu entre tout ça, quoi. Et surtout, c'est une question très relative dans le sens où je ne sais pas quelle est votre situation actuellement. Moi, je vais vous faire un tour d'expérience sur quelle a été ma situation ces dernières années. Mais selon sa situation, forcément, très peu d'argent, c'est pas forcément, ça peut être beaucoup par rapport à d'autres et peu par rapport à d'autres aussi. Donc, par exemple, il y avait un podcast qui s'appelle Les Pieds sur Terre, produit par France Inter, où on peut entendre Cathy, qui est fille de bourgeoisie hollandaise, et qui, avec 20 000 euros par mois et ses 9 maisons, elle dit qu'elle a vraiment du mal à vivre avec ses moyens et qu'elle n'a jamais réussi à être milliardaire, à son grand défaut. Donc, c'est aussi pour remettre un peu le contexte, quoi. Moi, le contexte un peu supplémentaire que je peux donner autour de ça, c'est le côté où j'ai jamais eu vraiment plus de 5 000 euros d'économie, on va dire. Je sais que pour beaucoup, pour pas mal de gens, justement, ils ont été dans mon cas aussi, voire même 1500 ou 2000 euros, ça peut être aussi un plafond pour d'autres. Par exemple, j'ai plus les stats en tête, mais aux États-Unis, il y a une très grande partie, je me semble que c'est 50-60%,
des gens qui n'ont pas forcément plus de 1 000 $ d'économie dans leur compte. Et même en France, on sait que beaucoup de gens vivent au mois le mois, quoi. Donc, créer un projet de jeu la richesse, la notion de richesse, elle est assez souple, elle est assez comment dire, protéiforme, multiforme, on va dire, dans le sens où on peut avoir du réseau. Donc ça veut dire on peut avoir des gens sur qui on peut compter, des gens à qui on peut demander des conseils gratuitement ou pas gratuitement. Il peut y avoir le capital financier pur aussi, mais il y a aussi potentiellement le capital de production. Est-ce que par exemple on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider à, je sais pas, produire un trailer pas trop cher ou produire un prototype, ou par exemple est-ce qu'on connaît des gens pour nous aider à produire certaines choses à moindre frais. Il y a le capital intellectuel aussi, forcément. Je vais vous expliquer quelques exemples après ça qui sont intéressants. Mais une bonne éducation, c'est forcément payé par quelqu'un. Aux États-Unis, ça va être beaucoup plus les gens qui vont payer directement leur éducation, avec des écoles très chères. Mais en France, on a quand même plus de chance sur ce côté-là, même si parfois, politiquement, certains voudraient qu'on paye nos écoles plus cher. Il y a aussi le capital social. Là, au-delà du réseau, j'ai mis réseau, mais le capital social, c'est aussi on va dire, le côté un peu... Ouais, dans quelle ville on se situe, par exemple. Je trouve que c'est un capital social dans le sens où ça peut permettre d'accéder à différentes portes. Par exemple, qu'on vive à Paris ou en province, les opportunités peuvent être très différentes. Lié à ça, par exemple, ça peut être, il y a des gens qui ont accès à des gens qui peuvent les héberger gratuitement, des parents ou autres. C'est un capital social aussi. Moi, j'ai voulu ajouter quelques notions là-dedans. C'est le capital charismatique, c'est dans le sens où à quel point on arrive à, par exemple, ne pas être timide ou être assez proactif envers les autres, avoir justement une espèce de charisme qui permet d'aller chercher les gens, de discuter avec eux facilement. Je trouve que ça c'est intéressant aussi par rapport au projet qu'on crée dans le jeu vidéo. Et le capital technique, c'est vrai que moi j'ai vu des gens aussi qui avaient très peu de moyens, donc qui n'avaient vraiment pas beaucoup de sous, mais qui arrivaient justement à capitaliser sur leur technique dans le sens où ils vont faire des tutos sur le net, ils vont essayer parfois d'aller apprendre des technologies qui sont plus porteuses. Donc, par exemple, le développement de Node.js à tout hasard, ces dernières années, c'était on va dire parmi les postes qui étaient quand même très bien payés, donc qui, quand on a le capital technique, on peut justement permettre de développer des projets avec un capital technique. C'est une espèce de notion un peu pivot. Et je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est de débunker un peu les success stories, dans le sens où, vu qu'on a une société assez méritocratique et assez... on va privilégier le travail, la force du travail, etc. Je pense que c'est intéressant de toujours regarder les success stories, savoir ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, Elon Musk qui alterne entre l'homme le plus riche du monde et le deuxième homme le plus riche du monde. Voilà, son père était propriétaire d'une mine d'émeraude en Sud-Afrique, un pays qui a beaucoup il y a beaucoup de ségrégation et de conflits, on va dire, entre les différentes populations. Bill Gates, donc, qui avait accès aux premiers ordinateurs au monde. C'est tout bête, mais il était pas, de ce que je me souviens, il n'était pas forcément dans une famille hyper privilégiée, mais il avait un réseau proche avec son université qui lui permettait d'accéder à de la technologie très facilement. Et rien que ça, c'est aussi une forme de hasard, hein, qui fait qu'on peut... Enfin, pas hasard, mais plutôt de conditions sociales qui fait qu'on peut accéder à ça. Et par exemple, l'exemple d'Amplitude, qui est plus français, c'est deux anciens personnes d'Ubisoft qui étaient au niveau exécutif,
pour lancer leur studio, ils ont levé en interne et aussi avec leur économie, selon le site Libération, je vous donnerai la source plus tard. 650 000 € de Love Money et d'épargne. Donc, mine de rien, lancer un projet aussi ambitieux que ce qu'ils ont fait, c'est tout à leur honneur d'avoir réussi à développer leur entreprise. Hein. Mais c'est clair que c'est plus facile de lancer une entreprise de jeux vidéo quand on a déjà des moyens. Donc, derrière tout ça, moi, ce que j'avais envie d'analyser un peu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle des gens qui, un peu comme moi, ont moins de moyens, même si pareil, c'est une échelle assez relative. Moi, ce que j'ai un peu analysé, c'est le côté trade-off. Donc, on va faire des concessions, des compromis sur certaines choses pour justement, derrière, pouvoir gagner dans un certain capital. Donc, par exemple, il y a des gens, et je vais vous parler de mon exemple après, on va perdre un peu de salaire, on va essayer d'être un peu plus, on va dire, râler pâquerette pour avoir de l'expérience sociale ou acquérir des nouvelles compétences. Ce que les riches font pas mal aussi, c'est des associations caritatives. Ça se fait beaucoup en France, mais encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, la plupart des gens sont déjà passés par le charity, donc c'est le donner du temps à une association caritative. Et chez eux, c'est très bien vu. Et en France, ça le devient de plus en plus. Par exemple, on peut voir les youtubeurs ou les influenceurs qui vont justement créer des événements pour les associations caritatives. Pour moi, c'est une forme de trade-off dans le sens où c'est aussi un moyen de se faire du réseau parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, mais aussi d'avoir une certaine prestance sociale dans le sens où on est visible parce qu'on fait quelque chose de caritatif, parce qu'on fait quelque chose de généreux. Voilà. Donc, je ne critique pas ces formes d'engagement que je trouve intéressantes, mais je trouve ça intéressant de se dire, de les analyser justement sous ce prisme-là. Ça peut être aussi, j'emprunte à des amis pour les rembourser plus tard, j'emprunte à la banque, etc. Donc, une manière de contrebalancer comme ça, avec une limitation d'un côté pour avoir un espèce d'effet long terme. Et ça, désolé, le graphique est un peu décalé, mais ça, on voit très bien aussi sur le fait que, par exemple, le livret A, qui est l'espèce d'épargne de base de la plupart des gens, même les PEL, est beaucoup moins rentable que des actions avec dividendes. Donc, on a plus difficilement un rendement sur son argent déjà existant quand on ne peut pas accéder à ces choses-là. Donc évidemment, faire un trade-off, c'est compliqué parce que en fait, quand on a pas mal de moyens, on peut justement se permettre cet écart entre le niveau de vie minimal et le niveau de vie maximal. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que dans beaucoup de cas, on peut avoir un niveau de vie trop élevé ou justement trop de charges, et ce qui fait qu'on a du mal à faire cet écart et à pouvoir faire des trade-offs. Donc ça va être, par exemple, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'être au chômage parce que leur train de vie serait trop diminué. Beaucoup de gens sont aussi incertains par rapport au futur pour justement pouvoir créer ces trade-offs. Donc, tout ça, c'est valide. Et c'est sûr que il faut avoir conscience de ces limitations sur beaucoup de points. Moi, je vais vous parler de mon cas, et j'espère que ça va vous permettre d'y réfléchir tout simplement et de voir un peu plus. Moi, là où j'ai essayé d'être stratégique dans ma carrière, et c'est un point que je trouve important, c'est que si vous voulez faire des jeux vidéo, c'est souvent une carrière. Et il faut réfléchir un peu sur le long terme pour essayer de pouvoir s'en sortir. En tout cas, c'est la méthode que moi j'ai trouvée qui était appropriée. N'hésitez pas dans les questions à me dire si ça vous paraît déplacé ou pas. Donc, j'essaie toujours de regarder quel était justement on va dire, le capital que je pouvais développer à certains moments. Donc, à certains moments, je vais plutôt faire la technique pour justement pouvoir approfondir mes compétences. Par exemple, quand j'ai commencé à faire du marketing, c'était plutôt pour le côté technique parce que j'avais envie de pouvoir me débrouiller par moi-même en marketing et de ne pas être dépendant justement de gros budgets, de freelance, d'indépendants, etc. Donc c'était pour être plus autonome.
Ensuite, à certains moments, par exemple en 2015, j'ai plutôt travaillé dans des emplois temps plein pour justement pouvoir mettre de côté, avoir plus de chômage. Et je vais en parler un peu après du chômage qui est un point important. Après, justement, j'ai refait un peu plus de marketing. J'ai été freelance et c'est vrai que quand on est freelance, on a à la fois beaucoup de liberté pour gérer son temps, gérer ses clients, mais il y a un côté très commercial qui peut être enfin, assez chronophage et pas forcément très fun. Et c'est là où il faut réussir quand même à équilibrer entre créer son réseau, améliorer ses compétences techniques, mais aussi trouver des moyens d'améliorer ses revenus, tout simplement. Ensuite, j'ai vu que ça marchait pas assez pour que je me dégage vraiment un bon salaire. On m'a fait une proposition d'emploi pour travailler chez Goblin Studio. Et la condition, ça a été que je puisse travailler à mi-temps, donc à 3/5, pour pouvoir justement faire un jeu à côté et toujours un peu capitaliser sur des compétences techniques, créer du long terme, quoi, en fait. Et là, globalement, c'est vrai que c'était assez compliqué, justement, d'être toujours un peu ras des pâquerettes financièrement. Mais c'était aussi assez motivant de me dire j'économise, entre guillemets, pour le futur, pour pouvoir aussi m'en sortir mieux plus tard. Et je pense qu'un prisme important aussi, c'est de se dire que justement, plus on va être dans un domaine et plus ça va être simple quand on sera dedans. Donc il faut aussi essayer de voir long terme, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut, quand on a très peu de moyens, il faut d'abord essayer de partir de ses forces et aussi de ses faiblesses pour savoir ce qu'on peut améliorer. Mais peut-être que vous êtes pas timide et que vous êtes en mode je peux aller voir n'importe qui, faire ma promo à droite et gauche. Peut-être que vous allez arriver à convaincre une équipe qui va énormément vous aider à créer un prototype initial. Je vais en parler après. Donc voilà, essayez de comprendre aussi quelles sont vos forces pour s'appuyer dessus pour le futur. Mon premier tips, donc ça va être abuser du chômage. Moi, j'ai pas trop peur de ce mot dans le sens où le chômage, c'est nos cotisations, c'est vos cotisations. Et il faut savoir qu'en gros, jusqu'à 2 ans de chômage, après ces 2 ans, vous n'allez pas cotiser énormément, vous n'aurez pas plus de chômage. Donc si vous restez 5 ans dans une boîte, ça ne va pas forcément en servir beaucoup. Et même si ce n'est pas toujours possible de diminuer son train de vie, c'est là où c'est intéressant, c'est que le chômage il permet de faire des phases où on va gagner en capital autre. Ça peut être social, intellectuel, technique, et essayer comme ça de rebondir pour la prochaine phase. L'importance du levier aussi, quand vous avez très peu d'argent, il faut comprendre que l'économie, elle marche beaucoup par levier. Donc, si par exemple quelqu'un vous donne 3 000 € pour démarrer un projet, ça ne va pas forcément être beaucoup par rapport au fait qu'un projet de jeu vidéo, ça peut coûter 100, 200, 300 000 €. Mais c'est toujours cette amorce qui permet comme ça de valoriser et de faire la chaîne et de vraiment améliorer cette traction et qui permet derrière de convaincre d'autres gens. En fait, il y a le facteur confiance. Donc, si quelqu'un vous fait confiance, une autre personne vous fera confiance par rapport à la confiance de cette personne plus la vôtre, etc. etc. Donc, c'est là où c'est aussi un milieu assez difficile parce que le plus difficile, c'est l'amorce. Et justement, même des petites sommes sont importantes. Donc, il ne faut pas renier sur ces petites sommes aussi. Moi, un autre type, c'est que je trouve que c'est toujours intéressant de créer une communauté, si jamais ça fait partie des choses qui vous intéressent, parce que globalement, la communauté, c'est un fort capital social, aussi de réseau. On va plus facilement réseauter, on va trouver des experts dans certains domaines. Ça va être intéressant pour justement si on n'a pas de capital financier, avoir d'autres types de capitaux qui vont aider à créer des projets. Voilà, aussi pareil, le côté long terme, disons qu'on a une société assez éphémère, je trouve, dans le sens où on va de plus en plus vite, mais il ne faut pas oublier qu'une carrière, ça peut se construire sur 10, 20, 30 ans.
Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est important aussi de comprendre que on n'est pas toujours au top de sa carrière. Et c'est pour ça que le calcul un peu long terme, il est important pour se dire peut-être qu'à certains moments, on va moins disposer de capital financier, d'autres moments plus de capital technique, et toujours essayer d'avoir cette grille d'analyse. En tout cas, c'est mon angle. Donc voilà, pour terminer, pas trop de formules magiques, mais je trouve qu'il y a des choix à faire. Et c'est aussi se baser sur les forces et sur ce qu'on a pour essayer de réfléchir à ce qu'on peut aller chercher. Ça peut être créer un proto toute seule ou toute seule. Ça peut être s'orienter vers la recherche de financeurs externes aux quatre coins du monde grâce à des skills plutôt sociaux. Ça peut être créer déjà une équipe pour créer le proto qui va être ensuite amené à être mieux financé, ou tout simplement se dire, bah voilà, pendant 2-3 ans, on ne travaille pas sur son projet de jeu, mais on rassemble des économies qui permettent de faire levier plus tard pour le futur. Voilà, merci. Je pense que j'étais à peu près dans les temps. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Il y a aussi mon email qui s'affiche sur la slide. Voilà, le jeu sur lequel je travaille va sortir le mois prochain. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, j'espère que cette conf vous a plu. C'était un sujet un peu spécial dans le sens où c'est assez politique et touchy, mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir abordé. En tout cas, ça m'a intéressé de l'aborder avec vous. Ah, certainement, c'est sans doute même ceux qui recherchent quasiment toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'industrie. Donc, c'était super. Merci beaucoup, Yannick. Alors, je vois qu'il y a une question peut-être qui est arrivée. Je vais bien créer une communauté, mais je ne sais pas par où commencer. Que conseilles-tu pour créer une communauté engagée si tu n'as pas été en école privée? Alors, pour créer une communauté, je pense que c'est intéressant d'aborder un angle dans le sens où une communauté, ça va être souvent des gens qui partagent un point commun autour d'une thématique. Donc, par exemple, je sais pas, vous adorez les shaders dans le jeu vidéo, vous adorez la direction artistique des jeux de combat, enfin, je sais pas, ce genre de truc. Du coup, essayez de trouver un angle. Et après, tout simplement, les réseaux sociaux, c'est clair que si votre angle, il rassemble assez de gens dans le monde, on va dire, que ce soit une communauté française ou internationale, il va falloir le diffuser sur les réseaux sociaux pour essayer de fédérer des gens. Donc, être en école privée, c'est pas forcément nécessaire, dans le sens où moi, j'ai pas forcément été en école privée. C'est pas forcément relié, mais je pense que vu que le jeu vidéo, c'est un domaine de passionnés, c'est quand même plus simple de créer des communautés avec Discord, Reddit ou d'autres outils comme ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a Sylvain qui te demande si tu pourras partager tes slides. Ouais, pas de souci. Voilà. Je peux les mettre même dans Le message est passé. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions et on va devoir effectivement passer à notre prochain intervenant.